Hey, juste un petit message pour te dire que mon dernier projet est actuellement en financement participatif sur Game on Tabletop et que tu peux aussi retrouver mes anciens projets sur ma boutique en ligne. Les liens sont dans la description. Bonne vidéo à toi. Alors il faut avouer qu'à notre époque moderne, les inspirations fusent dans littéralement tous les sens en termes de création, que ce soit les séries, les jeux vidéo, les films, les bandes dessinées ou encore même les livres. Bref, on a tôt fait d'apprécier un univers créé par une tierce personne à tel point que l'on aimerait parfois beaucoup, mais vraiment beaucoup, l'adapter en jeu de rôle homebrew, histoire de continuer l'aventure avec des amis autour d'une table de JDR. Mais aussi, il faut avouer qu'adapter un univers en jeu de rôle, c'est pas forcément le truc le plus facile et ça peut parfois un petit peu faire peur, tout ce fatras dans lequel on a tôt fait de s'y perdre, ainsi un brin trop emporté par notre enthousiasme. Mais fort heureusement, vous allez voir que ce n'est quand même pas si complexe que ça, et tout ce qu'il faut, c'est juste un tout petit peu de méthode pour ne pas trop se disperser, se concentrer uniquement sur ce qui est vraiment, mais vraiment important. Sans plus attendre donc, on va voir dans cette vidéo comment adapter n'importe quel univers de fiction en jeu de rôle, histoire de vous aider à porter sur la table ce qui vous a tant fait vibrer sur un écran ou sur une page. Alors déjà, première étape, il faut identifier les thèmes principaux abordés dans l'univers et dans l'histoire qui en découle au sein de la fiction de votre choix. En gros, il faut vous demander qu'est-ce qui caractérise véritablement cet univers en question, ce qui va vous permettre de repérer les éléments incontournables de ce dernier. En somme, les ingrédients clés de la recette à ne surtout pas laisser de côté, et avec comme ça les quelques sous-thématiques qui les accompagnent au fil de l'eau. Et en termes de chiffres, je vous conseille d'en sélectionner genre un truc comme 3. Déjà parce que ça va vous permettre de pas trop vous disperser de 1, mais aussi de 2, comme on va essayer de retranscrire ces 3 thématiques piliers dans la suite de notre adaptation, ça permettra aussi de réduire considérablement la charge de travail, et ainsi nous permettre de mieux peaufiner ce qui est vraiment important. Bon, dit comme ça, je suis tout à fait d'accord, ça peut sembler pas forcément très clair ce que je raconte. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout du long de cette vidéo, on va prendre un film que j'apprécie tout particulièrement pour faire office d'exemple étape par étape. Et dans notre cas, ça sera Mad Max Fury Road de George Miller. Donc si on prend ce film et qu'on essaye d'extraire les 3 thématiques piliers de l'univers de Mad Max, on peut partir sur les suivantes. La rareté des ressources vitales, ou du moins qui garantissent la survie, que ça soit l'eau, la nourriture, l'essence, les pièces métalliques, ou encore tout simplement l'aide promulguée par autrui. Du coup, en sous-thématique, cela va engendrer des jeux de pouvoir pour le contrôle de ces dernières, et apporter aussi la notion de la loi du plus fort. On a ensuite cette sacrée emphase sur les voitures comme moyen de transport, mais aussi comme outil de survie et de domination. Ça, c'est clairement un élément visuel incontournable de Mad Max, les courses-poursuites endiablées dans le désert sur des bolides bardés de pics et de renforcements en métal rouillé. Ce qui en fait, au-delà de leur aspect pratique, quelque chose de symbolique et d'essentiel pour évoluer dans ce monde brutal, en plus de permettre d'introduire une bonne dose d'action et de dynamisme à l'ensemble en termes de storytelling. Et enfin, l'on pourra citer la folie et la déshumanisation comme dernière thématique pilier. En effet, les personnages qui peuplent cet univers sont souvent dérangés, violents ou sans moralité, que ce soit par nécessité de survivre ou tout simplement par endoctrinement par un leader. Sans oublier aussi le fait que de par l'isolement qu'on a énoncé précédemment, et ce sur plusieurs générations, cela a pu engendrer des troubles mentaux ou des dégénérescences congénitales via la consanguinité, sans parler de sources polluées ou de l'exposition prolongée à des substances toxiques. Ce qui donne in fine à cet univers cet aspect moche, dégénéré, si typique. Alors évidemment, on est tout à fait d'accord, on peut en trouver plusieurs autres des thématiques piliers, on n'est pas obligé de se cantonner à 3. Mais comme je le disais, il vaut mieux commencer léger pour éviter de se surcharger de travail par la suite, parce qu'on est que à l'étape 1, je le rappelle. Et comme dans cette vidéo, on est vraiment dans l'optique de faire efficacement un homebrew dans un univers que vous aimez de base, on n'est pas au stade, vous l'aurez compris, d'en faire un JDR commercialisé qui va concurrencer Donjons et Dragons, donc nul besoin de sortir l'artillerie lourde dès le départ. Voilà, c'est tout simplement quoi. Pour en revenir aux thématiques piliers, comme vous pouvez le voir, cela vous permet de concaténer l'univers choisi de manière plus visuelle et de, en quelque sorte, faire le tri pour faire ressortir ce qui est le plus important comme ingrédient dans la recette de celui-ci. Bon, maintenant qu'on a nos 3 thématiques piliers, il va être temps de passer vous doutez bien, à l'étape 2. Alors la deuxième étape, qui va un peu de pair avec la première et le concept des 3 piliers énoncés précédemment, ça va être de trouver le ton employé par l'univers. Alors quand je parle de ton, ça peut être vraiment quelque chose comme comique, épique, sombre, horrifique, triste, oppressant, réaliste, contemplatif, et j'en passe des vertes et des pas mûres. En gros, c'est un terme ou plusieurs qui définira l'ambiance globale et in fine guidera un peu le style de jeu de vos joueurs et le vôtre aussi de votre côté. Par exemple, Game of Thrones a un ton cruel et réaliste, tandis que Guardian of the Galaxy est plus
axé sur l'humour et l'épique. Et dans notre cas, le ton de Mad Max est très porté sur l'action et le côté frénétique de celle-ci, dans le sens où tout est rapide, comme surchargé d'une énergie excessive, et tout semble pris sans cesse dans un mouvement constant et désordonné, avec bien sûr un côté cruel, brutal et sans merci pour couronner le tout. Bon là encore, on pourrait discuter longuement sur le sujet en allant chercher différents tons à droite, à gauche, tout ça, mais je le rappelle, encore une fois, on reste volontairement dans une optique synthétique pour éviter de trop se disperser. Libre à vous par la suite, évidemment, d'approfondir ce sujet, mais encore une fois, on va choper un ou deux tons par-ci par-là. Qui rajouté avec les 3 thématiques piliers, ça fera déjà quand même pas mal et ça fera bien le taf, vous verrez. Du coup, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un fichier Word où j'ai fait un petit listing des différents tons en essayant au mieux de les classer en plusieurs catégories. Bon, à noter que cette liste est clairement pas parfaite, je vous l'accorde, mais ça peut vous aider un peu à y voir plus clair dans ce concept parfois un petit peu flou. Bon là, du coup, avec cette étape 1 et cette étape 2, on a notre résumé de l'univers en question, en thématique et en ton. Ce qui nous permet comme ça d'avoir une liste exhaustive de ce sur quoi il va falloir se concentrer dans la suite de notre adaptation, et ce au sein de toutes les étapes qui vont suivre. Bon, une fois qu'on a compris les thématiques de l'univers et le ou les tons employés, on peut maintenant s'attaquer au système pour motoriser le tout. Comme je l'ai dit juste avant, il va falloir veiller à ce que l'on ressente chacun des points énoncés précédemment dans le système de jeu, parce que faut que ça soit cohérent avec l'expérience. Et donc c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas trop vous éparpiller pour vous éviter d'avoir trop de paramètres à rentrer dans pareille équation. Par exemple, pour un univers cruel et réaliste, les mécaniques du système de jeu doivent refléter la difficulté et les lourdes conséquences que peuvent avoir les actions des joueurs. À l'inverse, si le ton se veut héroïque et épique, les personnages devront pouvoir accomplir des exploits spectaculaires via le système de jeu justement. Donc il faudra des mécaniques de réussite glorieuse bien tape à l'œil qui en jettent vraiment. Ou encore si on est dans un ton comique léger, dans ce cas-là, le système doit encourager l'improvisation et la prise de risque un petit peu absurde pour donner des situations amusantes. Et ce qui se passe si on n'a pas forcément le bon système qui va être bien adapté justement au ton, à la thématique employée, il se passe ce qu'on appelle la dissonance ludonarrative. Alors la dissonance ludonarrative, c'est quoi? C'est tout simplement quand il y a une discordance entre les mécaniques du jeu et l'histoire que souhaite raconter le jeu. Je vous ferai une vidéo, un de ces 4, justement sur le sujet, pour en parler un petit peu plus en profondeur. Là n'est pas le propos, je ne vais pas trop me disperser moi non plus. Bon alors juste à noter quand même que dans cette vidéo, je vais pas non plus vous faire un tutoriel complet sur comment créer un système de jeu de A jusqu'à Z. Parce que déjà de 1, ça prendrait quand même un sacré temps, on va pas se le cacher. Et de 2, je suis clairement pas un grand expert sur le sujet. Et de 3, je vous conseille quand même de partir plutôt sur un système de jeu déjà existant que vous pourrez un petit peu remodeler par-ci par-là à votre guise pour l'adapter au mieux à l'univers choisi. Pourquoi me demanderez-vous? Tout simplement parce qu'inventer un système qui fonctionne et qui ne se casse pas la gueule sur le moyen ou long terme, c'est vraiment tout un travail en soi qui demande bien plus que de la simple créativité. Puisqu'en effet, bien souvent, cela va faire appel à des notions de game design et de mathématiques généralement assez poussées quand même. Ce qui fait que si en plus d'adapter l'univers, vous allez devoir vous coltiner tout ça, je peux vous dire que vous n'êtes clairement pas sorti de l'auberge. Toutefois, attention, je ne vous dis pas que vous ne devez pas le faire, attention, mais si vous en êtes à votre première adaptation, je vous conseille sincèrement d'aller piocher dans un système déjà existant et de modifier légèrement à votre sauce. Ça sera toujours plus simple et aussi ça vous évitera la plupart du temps de réinventer la roue. Car oui, je vous cache pas qu'avec la quantité faramineuse de systèmes qui existent, il y a de grandes chances de trouver chaussure à son pied sans trop de difficultés, sans avoir besoin de tout réadapter. Voilà. Soyons clairs. Pour en revenir à notre exemple, pour un jeu de rôle dans l'univers Mad Max, on doit trouver un système de jeu qui réussit à capturer l'essence des thématiques et du temps cité plus haut, à savoir, vous l'aurez compris, la survie, la gestion des ressources, le côté brutal des combats, l'emphase sur les véhicules et la loi du plus fort qui prédomine dans un monde assez brutal post-apocalyptique. Bon là-dessus, il y a 2 choix qui se présentent assez facilement à dire vrai. Le premier étant le système Savage Worlds, qui est connu pour sa flexibilité et son rythme rapide, ce qui correspond bien aux combats frénétiques et aux scènes d'action que l'on peut voir dans Mad Max. En plus de ça, le système gère bien les combats tactiques tout en restant accessible quand même. Il est aussi idéal pour des univers où la gestion des ressources est un point central. Et pour l'adapter au mieux, il faudra essayer de se concentrer peut-être sur quelques points clés à modeler pour justement que ça fite bien l'univers de Mad Max. Du genre ajouter des règles spécifiques pour les combats de véhicules, poursuites et batailles en mouvement en somme, avec pourquoi pas comme ça faire des figurines de véhicules découpées sur papier et placées sur des socles pour la partie tabletop. Introduire peut-être des mécaniques de gestion de ressources telles que le carburant, l'eau, la nourriture et les munitions via un système de tokens de couleurs par exemple, pourquoi pas, histoire de rendre ça un petit peu plus ludique, voilà.
Une petite idée comme ça, à la volée. Ou alors d'un autre côté, on peut partir sur le système de Mutant Year Zero, à savoir le Year Zero Engine, qui est conçu à la base pour des scénarios de survie en milieu post-apocalyptique et qui inclut des mécaniques de gestion de ressources, d'exploration de ruines et de construction d'une communauté. Ce qui fait qu'il est parfait pour simuler un monde en déclin où les personnages doivent constamment se battre pour obtenir de quoi survivre. Au passage d'ailleurs, il a servi à motoriser un JDR Fallout qui reste quand même un univers assez proche de Mad Max dans ses thématiques et son ton, donc c'est plutôt bon signe. Et encore une fois, pour adapter justement ce système, le Year Zero Engine, à notre JDR Mad Max, on pourrait peut-être voir pour travailler sur quelques points remodelés, quoi. Du genre introduire des règles spécifiques pour les véhicules et les combats de poursuite, car Mad Max, comme on l'a dit, ça repose en grande partie sur cette dynamique. Ou encore modifier un petit peu le système pour intégrer des factions humaines au lieu des mutants, justement, avec des spécialisations adaptées, du genre guerrier, mécanicien, marchand, etc., etc. Bon, je vais pas non plus énumérer tous les systèmes qui seraient adaptables à pareil univers, mais au moins on peut voir que les deux proposés permettent d'émuler du Mad Max assez facilement et sans trop forcer, dans le sens où ils sont déjà assez proches des thématiques et du temps énoncé précédemment pour que ça reste cohérent avec celui-ci et que l'on tombe pas, vous l'aurez compris, dans la dissonance ludo-narrative. Après, un autre petit conseil bonus comme ça aussi, une fois que vous aurez bien pris le système en main et que vous aurez commencé à l'adapter à votre univers, je vous conseille de lui rajouter une petite règle spéciale, une sorte de touche unique qui va renforcer son unicité et sa cohérence avec l'univers désiré. Bon, alors c'est pas très clair, donc je reviens à l'exemple. Dans le cas de Mad Max, on pourrait, je sais pas, imaginer quelque chose comme des points de furie que les joueurs pourraient emmagasiner et dépenser pour booster leur action, afin comme ça de la rendre encore plus brutale et badass. Parce que bon, Mad Max, c'est quand même aussi un peu un univers impitoyable, mais ça reste un peu pulp grandement, quoi. Du coup, on pourrait dire que les joueurs gagnent des points de furie lorsqu'ils se retrouvent dans des situations désespérées, du genre une pénurie de ressources, genre plus de carburant, dernière munition du chargeur, ou alors une blessure grave, du genre être à moins de 25% de leur point de vie, ou encore s'ils se retrouvent en infériorité numérique face à des adversaires, ou même se trouver à bord d'un véhicule gravement endommagé en pleine course-poursuite acharnée. Et du coup, les joueurs comme ça, ils pourraient dépenser leurs points de furie pour effectuer des actions qui surpassent leurs limites physiques ou mentales. Et ça pourrait être, je sais pas moi, doubler la distance parcourue en un seul tour lors d'une course-poursuite avec sa voiture, ou tenter une action de bricolage désespéré pour réparer justement le véhicule, ou une arme à la volée avec des matériaux de fortune trouvés un peu par-ci par-là, ou bien effectuer une manœuvre de combat ultra dangereuse comme sauter d'un véhicule en mouvement pour en attaquer un autre, ou utiliser un environnement destructible à son avantage. On pourrait dire aussi que ça lui permettrait comme ça d'ignorer temporairement les blessures pour continuer à se battre malgré un état critique. En gros, une petite règle supplémentaire qui reste quand même cohérente avec l'univers de base, puisqu'elle vient catalyser l'action en amenant les joueurs comme ça à toujours pousser la frénésie de l'action à son maximum. Car oui, parce que plus un joueur prendra des risques pour accomplir ses objectifs, plus il gagnera des points de furie et pourra ainsi alimenter le dynamisme de l'action. Bon, je vais arrêter là, mais ça reste une idée comme ça à la volée, Elle est donc loin d'être parfaite, vous vous doutez bien, mais avec un peu de fignolage par-ci par-là, ça permettra, je pense, de renforcer le côté Fury Road de votre JDR Mad Max, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça va bien énerver, quoi, voilà. Bon, maintenant qu'on a bien parlé du système, il va être temps de parler des personnages d'une manière globale, à savoir ceux des PJ, bien sûr, bien évidemment, mais aussi des PNJ. Bon, là encore, je vais pas non plus vous faire un panégyrique complet de la création de personnages en tant que tel, parce que ça dépendra, vous vous doutez bien, du système que vous aurez choisi, mais je vous conseille quand même dans le premier temps peut-être d'en sortir quelques archétypes de ce fameux système, ou du moins des classes. Alors attention non plus, je vous dis pas de partir dans l'élaboration compliquée de 25 classes différentes bien précises à chaque fois, mais juste avoir comme ça quelques idées d'archétypes bien définies, autant en termes de règles que d'interprétation. Ça pourra vous aider à voir un petit peu plus clair dans tout ce bazar par la suite. Du genre, bon, un truc comme 6-7 archétypes ou classes ou concepts de personnages, en somme, c'est très bien pour commencer. Par exemple, dans notre cas de JDR Mad Max, on pourrait imaginer des archétypes suivants. Bon, je vais pas vous les énumérer, parce que déjà la vidéo dure depuis un petit moment. Je vous laisse faire pause sur celle-ci, histoire que vous ayez un peu le temps de tout lire. Et au passage, bien sûr que le fichier sera disponible via un lien en dessous de la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, il y a des résonances avec des classes connues de jeux de rôle Medfan, ce qui fait que c'est assez facile à appréhender afin de s'y retrouver facilement, autant en termes de gameplay qu'en termes d'interprétation. Et du coup, ces archétypes vous serviront aussi pour la construction de PNJ, puisque vous n'aurez qu'à leur allouer un archétype en modifiant que certains éléments par-ci par-là pour donner un personnage unique. Du genre un archétype de pilote fou qui a fini par devenir le chef implacable d'une faction suite à ses exploits sur la route. Et puisqu'on parle d'ailleurs de faction, il vous faudra aussi en faire quelques-unes. Bon, là-dessus, ça tient plus du domaine du world building, donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je vous conseille d'en faire 3-4 maximum, avec chacune des niveaux de puissance différents. Oui, ça c'est important, parce que bon, le statu quo, c'est jamais ultra trépidant en termes de narration. Mieux vaut qu'il y ait des jeux de pouvoir déséquilibrés, c'est quand même plus intéressant, je trouve. Voilà, à titre personnel. Et pour en revenir aux personnages des joueurs, une fois que vous aurez leurs archétypes, il vous faudra ensuite penser à leur évolution. Et je ne parle pas qu'uniquement en termes de points d'expérience et de classe,
mais aussi d'un point de vue narratif, histoire d'éviter comme ça qu'ils se retrouvent à juste être des blocs de statistiques qui grossissent sans cesse au fur et à mesure des niveaux. Et pour ce faire, il faut leur donner un élément de game design qui va accompagner justement cette évolution, ou du moins qui va servir de marqueur visuel, comme par exemple faire grandir une colonie, gagner de quoi améliorer sa voiture, ou même envisager pourquoi pas un concept de réputation ou d'influence. Le but, vous l'aurez compris, c'est d'apporter aux joueurs un sentiment de progression autre que des chiffres toujours plus gros marqués sur leur fiche de personnage. Et bien évidemment par la suite, à vous de voir ce qui sera le plus plausible avec votre univers préféré que vous avez choisi. Et enfin, pour finir, on va parler du lore, de l'histoire, du background de cet univers, qui est bien souvent la première chose dans laquelle on se lance bille en tête quand on souhaite adapter un univers en JDR, alors que justement, paradoxalement, ça doit être la dernière chose à laquelle l'on doit penser. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai montré, les étapes précédentes nous ont permis de poser un peu le squelette de l'univers sur lequel on va venir rajouter tout le corps, justement, de celui-ci, à savoir, vous l'aurez compris, le lore. Et si on fait tout ça en sens inverse, un corps sans squelette, ça tient pas ou très difficilement, quoi. Voilà, c'est un mollusque en somme. Et on veut pas de JDR mollusque, sachez-le, voilà. Les métaphores du scénariogien, c'est de la dégringolade, quoi. Alors, premièrement aussi, je vous déconseille fortement de reprendre l'intégralité du lore de l'univers en question, car cela va vous demander tellement de travail de documentation qui ne s'avérera pas forcément très utile vis-à-vis des joueurs en fin de compte. Enfin, je veux dire, si vous faites des pages et des pages de lore pour un JDR homebrew que vous allez masteriser, désolé de vous le dire, il y a de grandes chances que vous soyez le seul à le lire en tant que MJ. Et oui, malheureusement, vos joueurs ne vont pas forcément avoir le même engouement que vous et vous risquez in fine d'être déçus. Puisque vous aurez l'impression d'avoir fait tout ce travail comme ça pour absolument wallouf. Donc plutôt que de partir comme ça à fond dans l'idée de coucher sur papier les moindres recoins et l'ensemble des personnages peuplant l'univers que vous souhaitez adapter, je vous conseille plutôt de commencer par une sorte de huis clos au sein d'une région spécifique de celui-ci. Cela vous évitera comme ça de devoir trop en faire dès le départ. Alors oui, en faisant ainsi, vous n'aurez qu'à vous focus sur une zone en particulier, ou un endroit, voilà, vous l'aurez compris, tout en laissant justement un petit peu flou l'arrière-plan. Et pour illustrer ce propos, je vais justement prendre comme exemple la série Arcane sur Netflix. La saison 2 est absolument fabuleuse, je vous la conseille. Il y a comme lore le monde de Runeterra, qui, si vous connaissez la franchise League of Legends, est extrêmement vaste. Mais pourtant, l'histoire d'Arcane se passe uniquement dans la double ville scindée en deux de Zone et Piltover. Certes, l'on a des aperçus de ce qui se passe à l'extérieur ou en arrière-plan, mais à aucun moment, en tant que spectateur, on ressent le besoin que ça soit méga précis, et le flou volontaire laissé par les scénaristes ne nous dérange absolument pas. Et pour Mad Max Fury Road, c'est pareil, dans le film, l'histoire se concentre uniquement sur une zone en particulier, qui est gouverné par le tristement célèbre Immortan Joe. Zone qui est d'ailleurs assez impersonnelle et intemporelle, dans le sens où on n'a pas trop d'indications géographiques précises et de codes temporels indiqués pour nous dire où et quand ça se passe. Et tout simplement parce qu'on n'en a pas du tout besoin pour passer un bon moment et être immergé dans ce que Mad Max a à nous offrir. Et pour ce qui est des personnages, vous pouvez également saupoudrer votre JDR de personnages existants dans l'univers de base pour un brin de fanservice auprès de vos joueurs. Toutefois, attention, n'en faites pas trop sur ce point-là. Car oui, si jamais l'expérience ludique est trop proche du scénario de la fiction en question, et du coup les joueurs vont se sentir un peu obligés de faire comme dans le film ou la fiction justement. Je sais pas si je suis assez clair sur le sujet. Bon, et en plus de ça, quand même, ça vous évitera la lourde charge de devoir interpréter justement ces personnages avec exactitude si jamais ils sont amenés à les rencontrer. Car ouais, ça mine de rien, c'est pas anodin, car forcément vos joueurs vont avoir en tête par exemple Immortan Joe. Et si vous leur présentez Immortan Joe lors de votre interprétation, le RP risque d'en prendre un sacré coup dans l'aile, je vais pas vous le cacher. En gros, pour résumer cette partie, le but, vous l'aurez compris, c'est d'avoir assez de liberté, autant pour vous que pour les joueurs, sans avoir besoin d'avaler tout un pavé de lore chacun de votre côté. Et enfin, en étape bonus, en quelque sorte, je vous conseille de vous aider de musique et de bande originale pour vous aider à poser l'ambiance au sein de vos parties avec ce JDR fraîchement adapté. Bon, pour d'autres exemples de Mad Max, vous avez bien évidemment les musiques du film qui sont extra, mais je peux vous conseiller aussi d'aller voir du côté des bandes originales des jeux vidéo de la série Borderlands ou encore Rage du studio ID Software et même celle du jeu Bulletstorm développé par People Can Fly. Et pour tout le reste, vu que c'est un univers qui vous plaît, je pense que ça ne sera pas trop dur pour vous de trouver l'inspiration nécessaire pour émerger encore plus les joueurs dans l'ambiance avec tout plein de petits détails très spécifiques à celui-ci que je ne peux forcément pas vous présenter en vidéo, vous vous doutez bien. Encore une fois, je vais vous citer aussi la loi de Pareto qui, je trouve, même si c'est un peu imagé, permet un petit peu de se cadrer en termes de travail de créatif. La loi de Pareto, je vous le rappelle, c'est 20% du travail fournit 80% des résultats, puis ensuite 80% du travail fournit les 20% de résultats restants. Et dans le cas d'un JDR Homebrew, on s'accordera à dire que 80% de résultats, c'est déjà très très bien,
et que ça sera parfaitement suffisant pour passer un excellent moment holistique en compagnie de vos amis. Nul besoin donc de vous épuiser à la tâche sans arrêt. Pensez à vous économiser quand même un peu, vous verrez que c'est pas trop mal. Et sur ce sujet de l'économie en tant que MJ, je vous renvoie à ma vidéo sur le comment éviter le burn-out du MJ. Alors justement, je parle aussi encore une fois de la loi de Pareto, vous verrez, je développe un petit peu plus. Alors, calmez-vous, pas besoin d'en faire trop, tout ira bien. Et voilà donc pour cette petite méthodologie qui vous permettra, je l'espère, d'adapter vos univers favoris en JDR pour le plus grand plaisir de vos potos. D'ailleurs, si jamais ce concept vous plaît, je pense que je pourrais faire la même chose, mais à chaque fois pour un univers différent, un peu comme j'ai fait pour Mad Max. Sous réserve, bien sûr, attention, qu'il n'existe pas déjà un JDR officiel sur l'univers en question, je vais pas réinventer la roue. Enfin voilà, bon bref, à vous de me dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, je les lirai avec grand plaisir. Et bien évidemment aussi à me suggérer des univers que je pourrais traiter dans d'éventuels prochains épisodes, si jamais cette série est amenée à continuer. Quoi qu'il en soit, ça sera tout pour moi, je vous dis à une prochaine vidéo, c'était le Scénarogien, à ciao, bonsoir, les studios.